Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce lundi 12 mai. Et on est heureux encore plus que d'habitude puisque l'OM est en Ligue des Champions. Et en plus, là on vous a concocté un petit OM au café à deux ce matin. Très heureux de vous retrouver, que ce soit le chat YouTube, le chat Twitch. Et on est en direct avec le grand Sébastien Volpe qui était en grande forme à la troisième mi-temps, qui a régalé un peu son monde, et on est ensemble ce matin pour revenir un petit peu sur cette victoire, revenir un petit peu et se projeter aussi sur le match contre Rennes. Donc un grand plaisir de faire l'OM au café avec toi ce matin. Ils sont tous contents de t'accueillir dans le chat. Je voyais déjà un message de Nico un petit peu tiens, il y a OM et que OM Jeannot qui dit Nico t'es relou d'ailleurs. Il disait quoi Nico? Je vais retrouver le message. Il reste un match pour la deuxième place, faudra pas négliger ce match. Il garde ce petit match de Rennes en tête, Nico. Il n'a pas oublié l'objectif deuxième place malgré tout. Mais on le rappelle, l'OM est assuré d'être sur le podium. Ça fait du bien. Je vous vois bien connecté. Déjà, je vous remercie parce que vous étiez nombreux samedi soir avec nous, que ce soit sur Twitch, sur YouTube. Donc c'était un vrai plaisir. On a un petit peu pété tous les records. Donc merci à vous de votre fidélité. Et quand l'OM va, ça donne aussi envie de nous suivre. Ouais, évidemment, on a la banane. Mais on va revenir. Oui, j'ai vu un message passer sur les trophées UNFP. Je sais que Sèvres, toi, t'es pas trop friand de tout ça. Pas d'Olympiens récompensés sur ces trophées. Ouais, enfin, c'est pas que je suis pas friand. Ça fait comme à part Gouiri, oui, c'est vrai. Comme Gouiri qui a été élu pour le plus beau but de l'année. C'est pas, si tu veux, moi je donne de l'importance aux récompenses quand elles ont de la valeur à mes yeux. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple il y aurait un trophée décerné par un ponte comment dirais-je, du patronat, tu vois ce que je veux te dire, qui dirait je décerne à Sébastien Volpe le prix du meilleur dirigeant de France, tu vois. Mais si le mec qui te décerne ça, c'est, je te dis n'importe quoi, c'est Bill Gates, c'est le patron de Microsoft, tu vois ce que je veux te dire. Bon, tu te dis, ça a de la valeur. Tu te dis Bill Gates, patron de Microsoft, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi personnellement, je donne un exemple où en plus le mec je l'aime pas du tout, mais je suis bien obligé de reconnaître que le mec, il est multimilliardaire. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, s'il te dit tu es le meilleur patron de France, bon, maintenant, si c'est le trophée des foires de ville que les mecs qui disent cette année, le meilleur patron de France, c'est Sébastien Volpe, qu'ils y comprennent quoi? Et là, les trophées UNFP, c'est du copinage. C'est les joueurs entre eux qui disent, tu vois, il n'y a pas un colloque, un cortège de gens responsables. Tu aurais, par exemple, je te dis n'importe quoi, mais tu aurais Aimé Jacquet, tu aurais Arsène Wenger, tu aurais Giroud, je te dis n'importe quoi, tu vois, tu aurais un cortège comme ça d'anciens entraîneurs illustres qui diraient, bon, pour cette année, au vu de ce qu'on a vu sur le championnat de France, mérite le trophée du meilleur attaquant, ceci, mérite le meilleur gardien, cela, avec en plus des points, tu vois, une grille, des critères, etc. Bon, je te dirais d'accord. France Football, à un moment donné, quand il donnait le Ballon d'Or, c'était des journalistes, c'était le trophée des journalistes. Donc là, tu te dis, même si là aussi, il y avait du copinage, on va pas se mentir, il y avait, enfin, du moins, moi, j'y crois pas que c'était complètement neutre. Donc, ou pas d'ailleurs, je dis ça, j'en sais rien pour le Ballon d'Or, mais je suis pas dans les coulisses. Mais voilà, donc c'est, pour moi, la valeur du trophée, c'est quelles sont les modalités d'attribution. Et je pense que pour les trophées LFP, vu que c'est les joueurs qui nomment leur père, quelle valeur ça, quoi, tu vois, c'est plus du copinage qu'autre chose. Ouais, non, mais c'est clair. Par contre, il y a un beau trophée à décerner, ça sera le Phocéen d'or, le Phocéen de l'année. Mais tu rigoles, Slim. Mais non, mais c'est vrai. Mais la comparaison, elle est magnifique. Pourquoi? Parce que tu t'imagines que celui qui gagne le Phocéen d'or en termes de joueurs olympiens, c'est quelqu'un qui aura eu à la fois la somme des points qu'il a obtenus, c'est les lecteurs du Phocéen qui sont primordiaux, les groupes de supporters qui sont tout autant primordiaux dans la vie du club et dans l'animation des tribunes, et l'ensemble des journalistes qui au quotidien suivent l'actualité et ça fait 3 cortèges de personnes, et la somme des votants entre les lecteurs du Phocéen, donc les supporters de l'OM au sens large, les groupes de supporters qui eux sont impliqués tout au long de l'année, et les médias, la somme, ça te donne, le mec qui a gagné ça, il peut être fier de lui, parce que c'est voilà, là les modalités, c'est pas,
on n'a pas la main sur le truc, quoi. Ouais, il y a Pay-Per-View, tiens, qui nous dit, il nous pose une question. J'ai vu aussi passer sur le chat YouTube la même question. Ça changerait quoi d'être deuxième ou troisième, déjà parce qu'il y aurait un trophée à jouer si le Paris Saint-Germain gagne la Coupe de France contre Reims, ce qui est assez probable, mais bon, dans le foot, on ne sait jamais. Et puis aussi financièrement, il y aura aussi un petit bonus en plus, mais j'ai pas honnêtement le tarif. Non, mais il y a une grille. Le premier gagne tant. Quand vous faites un classement du championnat de France, le premier gagne watt par rapport aux recettes, etc. Tout ce qui est généré par le championnat de France. Le deuxième, il gagne un autre prix. Le troisième, un autre tarif. Et vous faites comme ça jusqu'au 18e du championnat de Ligue 1. Donc si tu finis deuxième, mécaniquement, tu gagnes un petit peu plus que si tu as fini troisième. Donc l'enjeu, il est là. Pour moi, l'enjeu, il est surtout... à la limite, tu vois, pour cette année, j'en ferai plus un enjeu moral qu'autre chose. C'est-à-dire que, comme tu as été seconde toute la saison, cette place, quelque part, elle, guillemets, t'appartient dans mon regard à moi, tu vois. Ouais, c'est clair. Tiens, là, je viens de retomber sur une info. C'est l'année dernière, l'écart entre le troisième, alors il ne parle pas du deuxième, mais entre le troisième et le champion allait de 14,5 à 19,2 millions d'euros. Donc il y a quand même un petit écart en fonction du positionnement quand même. Donc ça sera symbolique, mais je comprends oui, ce que tu dis. C'est vrai que sur toute la saison, on avait sorti d'ailleurs un article sur le Phocéen à un moment donné où le bateau tanguait un peu là sur cette fin de saison. On n'était pas sûr d'être sur le podium. On avait montré que l'OM finalement avait été sur le deuxième et sur le podium toute la saison. Donc c'était un peu logique qu'on y termine. Donc, il y a Monaco qui nous a supplanté quand ils nous ont battus, donc une journée. Et puis ce week-end aussi, quelques minutes avant. Quelques minutes, mais avant sinon toute l'année. Mais après, comme tu le rappelais toi-même, il y a aussi, et ça pour moi, c'est quand même quelque chose d'intéressant, c'est que si tu finis second et que Paris, vu qu'ils vont jouer Reims, si je dis pas de bêtises, en finale de Coupe de France, ils devraient malheureusement encore une fois s'imposer. Et donc, quand le vainqueur de la Coupe de France est le même que le vainqueur du championnat, et ça, je trouve que pour le coup, c'est une décision intelligente, et c'est pas parce que c'est pas nous qui sommes les finalistes de la Coupe de France, mais si tu veux faire un trophée des champions, je trouve que l'affiche est plus prestigieuse entre le premier et le deuxième du championnat qu'entre le premier et le finaliste, parce que le finaliste, on le voit là, c'est Reims, ça aurait pu être un petit club et tout, donc pour donner un peu de la valeur quelque part du prestige à ce trophée, ils ont dit s'il y a un doublé Coupe Championnat, eh ben c'est le deuxième du championnat, et donc ça donnerait un Paris OM, et donc quelque part... Ou un Paris Monaco, on n'espère pas, mais... Non, c'est impossible. Je vois pas comment l'OM ne peut ne pas gagner ce match contre Rennes. Pourquoi ? Parce qu'ils vont jouer sans aucune pression. Ils savent que même en perdant, ils seront en Champions quoi qu'il arrive. Donc, ils vont pas avoir la peur au ventre. Ils vont pas avoir le stress. Rennes va venir, mais ils n'auront pas non plus des velléités de fou de nous gagner. C'est pas un club ennemi, c'est pas Lyon, c'est pas, tu vois, il y a pas entre l'OM et Rennes, il y a pas non plus un passé sulfureux. C'est pas Bordeaux, par exemple, tu vois, où il y a pu avoir dans le passé un historique entre les deux. Donc Rennes, ils vont venir, comme l'a dit Idriss, peut-être qu'Habib Beye aura la bonne idée de mettre Steph Mandanda. Je pense que ça sera son dernier match dans le championnat de France et de sa carrière tout court. Donc avec un plus Mandanda dans les cages qui pourrait peut-être prendre le ballon, le tirer dans ses cages et faire ouais les gars. On est deuxième. Je rigole bien évidemment. Ouais, ce serait beau quand même. Même si bon, ça n'arrivera pas. Tiens Seb, une question pour toi de Phoenix. Maintenant qu'on est en C1, il va falloir penser à garder les meilleurs éléments. Greenwood, Rabiot, Rouli et Balerdi, qu'en penses-tu ? Ouais, je suis à la fois d'accord et à la fois entre guillemets pas d'accord. Pourquoi je dis ça ? Parce que si vous faites une analyse de l'effectif du Paris Saint-Germain, en début de saison, ils ont vendu un joueur qui s'appelle Mbappé. Je pense que c'est leur meilleur joueur. C'était leur meilleur joueur d'un point de vue technique. Et personne ne pourra venir à l'encontre de cette affirmation. Et pour autant, c'est cette saison où ils vont aller en finale de Ligue des Champions. Nous, on avait vendu Jean-Pierre Papin, qui a été le seul ballon d'or de l'histoire de l'Olympique de Marseille, si je ne dis pas de bêtises là non plus. Et pour autant, c'est 2 ans après qu'on est allé en finale, parce qu'il est parti en 92, il était encore Jean-Pierre ou pas du coup, il me semble pas. Hein. En 80 ? En 92. Il a fait la saison 92, 92, donc c'est l'année où on le vend en 93, où justement tu gagnes la Champions. Tout ça pour dire, si demain on vend Mason Greenwood pour faire, parce que moi je pense que techniquement c'est le plus fort joueur de notre effectif, mais qu'avec les millions que tu gagnes,
tu vois. Nous, on avait pris à la place de Papin, Voleur et Bokchik, tu vois. Et c'était deux très bons joueurs. Donc, si tu me prends deux super joueurs, je te fais un comparatif. Mais si tu vas à Mason Greenwood et que tu récupères Lookman et je sais pas qui d'autre, tu vois. Bon, je sais que Lookman est excessivement cher aussi actuellement, mais pour donner un exemple de nom, voilà, qui est sur la scène européenne. Bon, en fait, tu es attaché à personne du moment que tu prends aussi fort. Tu perds Mbemba, tu prends Saliba. Là aussi, je dis des trucs, c'est des exemples, c'est pas des cas théoriques qui vont arriver. Mais tu me dis, tu as perdu Mbemba, tu l'as vendu une tonne. Tu as perdu Balerdi, tu l'as vendu une tonne. Tu perds Mason Greenwood, tu l'as vendu une tonne. Mais si derrière tu me dis ta charnière l'année prochaine c'est Laporte Saliba et que devant tu attaques avec Lookman, bon, j'ai plus Balerdi, j'ai plus Greenwood, mais si j'ai Laporte et Saliba et Lookman, tu vois. Alors, bémol à ce que je dis Slim, c'est effectivement, on a besoin aussi d'avoir un effectif plus ou moins stable. C'est pour ça que Deschamps il disait il faut renouveler les effectifs à chaque fois à 30%. Pourquoi 30%? Parce qu'on le voit avec le Real de Madrid, quand tu as un effectif qui gagne tout, au bout d'un moment, c'est difficile Donc, en faisant un turnover de 30%, tous les 3 ans, ton effectif, il est complètement renouvelé, tu vois ce que je veux dire. Là, moi, c'est surtout sur le cas Balerdi. C'est vrai que moi, puis on a eu pas mal de discussions la semaine passée là, avec les auditeurs et sur Twitch. Moi, je trouve qu'un défenseur comme ça, actuellement, je ne vois pas un défenseur sur le marché, tu vois, capable de remplacer Balerdi aujourd'hui dans notre effectif. Tu vois. C'est pour ça que je me dis, un défenseur comme ça, c'est dur de le remplacer. Parce que tu as Laporte, mais Laporte, tu vois, tu sais pas trop ce que ça vaut. Tu as un Wesley Fofana, sur le papier, c'est assez intéressant, mais c'est un joueur qui se blesse beaucoup aussi. Medina, pour moi, c'est moins fort que Balerdi. Donc, tu vois, je trouve que ça serait dur à remplacer, même si tu arrives à avoir beaucoup d'argent derrière pour trouver un défenseur aussi sûr, aussi fiable. Ouais, mais si tu pars par là, c'est dur de trouver un profil comme Rabiot. Si tu pars par là, c'est dur d'avoir un game changer comme Greenwood. Donc, chacun a ses caractéristiques. Rongier, c'est quelqu'un qui a toujours équilibré l'entrejeu du milieu marseillais. Donc, s'il partait... Mais en vérité, moi, depuis 20 ans que j'occupe les fonctions de directeur du Fossin et que donc je suis au quotidien l'Olympique de Marseille, ben je me suis aperçu que quand tu perds un joueur, sur le moment tu es dégoûté, mais après quand on te dit tu prends Gustavo au milieu de terrain, tu dis ah ouais on va avoir Gustavo, mais qu'après quand tu perds Gustavo, quand on te dit tu vois, c'est en fait on est toujours déçu de perdre des joueurs, mais regarde cette année on a perdu Aubameyang, on était là, on s'est dit putain on perd Aubameyang. Et en vérité, en plus pour prendre Wai, donc quand on te dit tu perds Aubameyang et tu récupères Wai, moi j'étais désolé, tu vois ce que je... Et puis en fait on a aussi perdu Wai et puis pour récupérer Guéry, et maintenant je me dis au vu du profil du joueur, de l'âge, de la potentialité, de l'avenir, est-ce qu'on préfère pas avoir Guéry que Aubameyang? Pour autant, en début de saison, on aurait pu se dire, j'espère que Aubameyang il va faire encore une pige, une saison de plus, tu vois. Donc, il n'y a pas de vérité, en fait. Après, tu vois, là, je vois un message de BEW. Pas de renouvellement d'effectifs à City, saison difficile. Enfin, City, ils ont quand même eu toutes ces dernières années de la continuité aussi dans leur effectif. Donc là, ils ont eu une saison difficile et en plus, il y a eu quelques changements. Donc, bon, sur City, la comparaison avec City n'est pas forcément terrible. Non, mais on voit qu'il y a des pièces maîtresses. L'exemple de City te fait voir que, en tout cas pour moi, ils ont perdu Rodri, qui était le dernier Ballon d'Or. Et quand tu perds un Ballon d'Or, même si tu as Kevin De Bruyne, même si tu as Haaland, même si tu as, on ne va pas citer toute l'équipe, ben, quand tu perds Rodri, qui est la pièce qui fluidifie les transitions entre ta défense et ton attaque, eh ben, d'un coup, il te manque un rouage. Donc oui, il y a des joueurs comme ça qui sont difficilement remplaçables. Prends cette équipe de Barcelone, elle marche sur l'eau. Bon, ils se sont fait sortir par l'Inter au bout d'un match épique, mais enlève Lamine Yamal. Tu vois, contre l'Inter, le danger venait que de lui. Quasiment, tu vois. Il y a des joueurs comme ça, ils sont irremplaçables. Mais je veux dire, moi, j'aime à penser que l'Olympique de Marseille, on parle de Barça, donc un peu comme leur slogan, masqué un club, tu vois, c'est l'OM avant tout. C'est pas l'équipe de Mason Greenwood, c'est pas l'équipe d'Adrien Rabiot, c'est pas l'équipe de Rouli, c'est pas l'équipe de...
etc. Non, mais tu vois, c'est l'OM. Moi, j'ai envie quand même qu'on amène de la continuité. J'ai pas envie d'avoir un mercato encore avec du chamboulement, avec 10 départs, 10 arrivées, tu vois. Mais si City, ils ont besoin de renforcer leur défense, ils te disent, voilà, Balerdi, on te met 80 millions. Tu fais quoi? 80 millions, je pense que tu peux pas... Bah, je pense... moi, Slim, je le garde. Mais le club, je sais que l'OM va le vendre parce qu'ils auront besoin de retrouver aussi leur argent. Et 80 millions, je pense que quand tu as un club, que tu as cette offre-là, tu peux pas refuser. Mais tu vois, ça parle de sommes. Quand je vois Medina, ça parle d'une somme de 25 millions d'euros et qu'on me dit que Balerdi, il vaut pas plus de 30. Je me dis, si tu vends Balerdi 30 millions, pour moi, ce serait donné quoi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, au vu de ces 2 dernières saisons. Donc bon, on verra. Tiens, Loïc me dit qu'on est à 11h15. On va passer à la première coupure pub de cette émission avant de passer au décryptage avec Seb. Ouais, ce que dit Luxin, Medina à 30 millions, pour moi, c'est une blague. Enfin, vu la saison qu'il fait en plus. Non, mais les amis, le prix, même si on déborde légèrement sur l'aspect analyse, mais juste pour vous dire, en fait, le prix des choses sera toujours défini entre le vendeur et l'acheteur. Ton appart, tu vas dire, mon appart, il vaut 250 000 euros. Ils vendent 250 000 euros le jour où il y a quelqu'un qui vient et qui te donne un chèque de 250 000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dis Medina à 25 millions d'euros, franchement, pour moi, c'est une fraude. Mais s'il y a un club qui dit, moi, on veut Medina pour 25 millions d'euros, c'est que ce club-là estime qu'il vaut 25 millions d'euros et il fait l'effort financier pour l'avoir. Tu dis Balerdi, pour moi, c'est pas moins de 50. Mais s'il n'y a personne qui met jamais 50 sur Balerdi, c'est que sa valeur. Donc en fait, c'est sûr. Non, mais c'est pour te dire, Slim, que c'est. Pour moi, il n'y a pas de. Il y a pas d'erreur possible. Parce que factuellement, quand quelqu'un a mis une somme d'argent, alors tu as raison, City mettent 80 millions sur Medina, je donne un exemple. Même sur Kouzanov, là, ils ont mis beaucoup. Par exemple, je sais plus combien c'était, mais... ils peuvent avoir mal jugé le potentiel du joueur, mais en attendant, sa valeur à un moment donné, elle aura été celle-là. Oui. Non, mais justement, mais moi je trouve que ce serait se tromper de mettre cette somme-là sur un Medina, par exemple, 30 millions. J'entends. De mon point de vue. Et tiens, Nad nous parle de Disasi qui avait été vendu, je crois, 40 millions. 40 millions, tu vois, Disasi, ça a été quand même un échec du côté de Chelsea. Tiens, Bubur qui dit qu'il faut le conserver, Balerdi, et bâtir une défense avec lui. Bah, c'est ce qu'on aimerait avec Seb, mais c'est pas forcément ce qu'on est en train d'expliquer. C'est ce que Seb explique, c'est que s'il y a une grosse offre aussi, ça sera difficile pour le club de le vendre. Mais on verra. De toute façon, il y aura le temps de refaire des débats sur le mercato. Il reste encore un match à jouer malgré tout. 30 millions Wai et le 9. Ouais, c'est ça, 30 millions on avait vendu Wai. On avait récupéré aussi pour 30. Tiens, Jardel qui nous dit on parle beaucoup de stabilité, mais à choisir, je préfère un mec comme Longoria qui vire les joueurs qui ne performent pas plutôt que de ceux qu'on a vécu pendant des années avec ce que Pape Diouf appelait les vizirs et les nababs, des joueurs moyens qui partaient jamais parce qu'ils avaient des bons salaires et que la vie est douce à Marseille. Oui, toi, tu comprends, toi, ce remaniement incessant, un petit peu orchestré par Longoria à chaque mercato? Je vais te dire la vérité. Pour l'instant, dans tous les choix de Longoria ou de Benassia, si on l'associe avec Mehdi Benassia, j'ai jamais vu, entre guillemets, une dinguerie, tu vois. Je me suis jamais dit, waouh, là, ils sont complètement partis en couille, tu vois. Jamais. Je veux dire, ils font Wai, moi, je l'aurais pas fait. Mais j'aurais pas fait Gouiri non plus, parce que je pensais pas que le profil collait à l'OM. Donc, moi, j'aurais pas fait ni Wai ni Gouiri. Et au final, eux, ils ont fait Wai et Gouiri. Wai, ça a floppé. Et Gouiri, par contre, c'est un succès incroyable. Donc, moi, j'aurais fait ni l'un ni l'autre. Donc, j'aurais pas eu d'échec avec Wai, mais j'aurais pas eu de succès non plus avec Gouiri. Donc, parce que j'aime être honnête et pas inventer que moi, oui, j'aurais pris que ceux qui ont réussi et pas ceux qui n'ont pas réussi, tu vois. Après, voilà. Donc, sur tous les joueurs qui sont arrivés, je me suis jamais dit, franchement, ils sont sérieux, parce que Vitinha, il était jeune, c'était un pari. Il aurait pu performer. On le connaissait pas, ça n'a pas marché. Mais donc voilà, ils n'hésitent pas, ils font venir Vitinha, ça marche pas, merci pour tout, au revoir. Les joueurs qui marchent, ils les conservent. Mbemba, il était en fin de contrat, ils lui ont dit nous, tu partiras pas libre. Et d'ailleurs, j'apprécie qu'en ce moment, ils sont en train de faire une proposition de prolongation à Rabiot, en lui disant écoute, on va être en Ligue des Champions, mais du coup, tu vas prolonger. Donc, quelque part, il y a une cohérence aussi avec ce qui a été fait avec Mbemba et pour le reste du projet. Donc, je trouve qu'à chaque fois, ça a été intéressant. Brassier, il a été nul, mais au moment où on le recrute,
j'applaudis des deux mains en disant bravo, Brassier, ça va faire le taf avec Balerdi. Au final, le mec a pas de mental, a pas supporté la pression à l'OM et donc ça n'est pas sorti. Mais qu'est-ce que tu veux? Parce que lui, pour le coup, autant Wai, on pouvait se douter que ça marcherait peut-être pas. Déjà un précédent à Lens. Voilà, autant Brassier, pour dire qu'il marcherait pas et qu'il s'adapterait pas. Alors les 2-3 premiers mois, oui, mais après lui, ça a été plus long. Donc non, franchement, je suis pas d'accord avec tous les gens qui disent, et je suis pas d'accord, ça veut pas dire que j'ai raison, les gens ont tort. Ça veut juste dire que je suis pas d'accord. Ils ont peut-être raison, j'ai peut-être tort moi. Mais chaque fois qu'on change des joueurs, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de stabilité. Mais tous les joueurs qu'on a enlevés, regarde l'année dernière, tu as enlevé Paul Lopez, tu l'aurais pas enlevé toi, Paul Lopez? Paul Lopez. Je l'aurais enlevé tous les jours. Enfin, tu vois, tous les Klose. Ben, moi, jamais je le conserve au vu de la mentalité, de l'état d'esprit, des efforts qu'il ne faisait pas forcément, passer plus de soirées en boîte qu'à l'entraînement. Donc, enfin, bref, tout ça pour dire que oui, on a changé beaucoup de joueurs l'an passé, mais en vérité, aucun des joueurs qui sont partis, je me suis dit, là, il craque complètement. Moi, lui, je l'aurais gardé, tu vois ce que je veux te dire. Donc, ouais, je trouve ce qu'ils font, c'est ultra cohérent, pour moi en tout cas. C'est clair. On a fini la première partie, l'OM en question. On va passer au décryptage. On va pouvoir justement continuer ce débat un petit peu sur Longoria. Décryptage, on parlera aussi de cette en 1 du projet de l'OM qui est finalement une réussite. On passe tout de suite au décryptage.